Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Merv. Donc Merv, qu'est-ce que c'est? Merv est un jeu de stratégie et de gestion où vous allez devoir étendre votre influence sur la route de la soie et plus précisément dans la ville mythique de Merv. Donc comment ça se passe-t-il donc? Dans Merv, on va jouer 3 années. Pas 3 années réelles, mais 3 années qui vont être 3 tours de jeu, qui sont représentés ici en bas du plateau. Les 3 tours de jeu, les 3 années vont se passer de la même façon, à une nuance près, c'est que lors de la phase 2 et la phase 3, la deuxième et troisième année, les Mongols vont attaquer la ville pour nous détruire des bâtiments. Donc concrètement, comment ça se passe? Dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur jaune, puis le rouge, puis le bleu, chacun va agir. Chaque année est découpée en 4 phases. La première phase se jouera ici, la seconde ici, la troisième ici, la quatrième ici, et quand on aura fait le tour complet du plateau, on aura fini la première année. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que dans Merv, vous aurez uniquement 12 actions à réaliser durant la partie, donc autant les optimiser. Quand c'est à son tour de jouer, le joueur va prendre son maître ouvrier et le placer sur un des 5 emplacements disponibles. Le joueur jaune décide de se placer ici. Une fois qu'il s'est placé, il va pouvoir choisir un quartier à activer. Pour ça, c'est simple, il va prendre une de ces petites maisons et le placer sur un des 5 quartiers disponibles. Mais il pourra aussi, on le verra plus tard, activer un quartier où il y a déjà une maison qui n'est pas forcément la sienne d'ailleurs. Il choisit ici par exemple de placer sa maison sur cet emplacement là. Une fois que c'est fait, il va récupérer les ressources. Les ressources à récupérer sont indiquées sur le quartier, donc ici une ressource beige, mais il récupérera aussi une ressource pour chaque bâtiment de la même couleur qu'il y a sur cette rangée. Par exemple, si dans un tour précédent je m'étais placé ici, le joueur jaune récupérait donc une ressource beige et une ressource orange. Ici, on est en début de partie, il va simplement récupérer une ressource beige, il la prend de la réserve et l'ajoute à son stock. Une fois que cela est fait, le joueur va réaliser une des 3 actions suivantes. La première action possible, c'est de placer un soldat sur le quartier qu'il a activé, c'est-à-dire mettre un soldat ici, il sera protégé des invasions mongoles au tour suivant. La deuxième possibilité, c'est de gagner une faveur, donc il prendra son marqueur sur la piste de faveur et avancera d'une case. Et enfin, la dernière possibilité, celle qui propose le plus de choix, c'est d'activer l'action du quartier sur lequel il s'est placé. Ici, c'est l'action de la mosquée. Sur le plateau, il y a des quartiers qui représentent différentes actions, à savoir 6. Il y a 6 actions sur le plateau. Les 6 actions que vous trouverez sur les différents quartiers se retrouvent représentées ici sur le plateau de jeu. On va commencer par l'action de mosquée, qui est celle que notre joueur jaune a décidé de faire. La mosquée, c'est une piste qui offrira des points de victoire et des bonus. Pour activer la mosquée, il va falloir en général dépenser des ressources. Quand on rentre sur la mosquée la première fois, on va prendre un petit disque, payer la ressource indiquée pour arriver sur la première case. Notre joueur va dépenser la ressource beige qu'il a précédemment acquis et se placer sur cet emplacement-là parce qu'il fallait payer une ressource beige. Sur ce premier emplacement, il gagne un chameau et vous allez voir à quoi servent les chameaux un petit peu plus tard. La prochaine fois qu'il activera la mosquée, il devra dépenser une ressource violette, puis une ressource verte, etc. et à chaque fois il gagnera un bonus. Ici donc, c'était le chameau. La deuxième action proposée par les quartiers, c'est de construire des murailles. Parce que je vous rappelle qu'à la fin de l'année 2 et de l'année 3, les Mongols vont attaquer et le but va être de protéger au mieux ces quartiers. Pour ça c'est très simple, les joueurs vont pouvoir construire des murailles et chaque muraille demandera des ressources. Ici des ressources beiges, des oranges, des turquoises et des violettes. On paye le coût en ressources, on peut en construire 1, 2, 3, 4 autant qu'on veut, la prendre et la placer pour protéger d'une prochaine invasion. Par exemple ici, les 2 quartiers seront protégés. Pourquoi je dis 2? Parce que lors de l'invasion des Mongols, les Mongols vont attaquer de tous les côtés et taper sur les 2 premiers bâtiments de chaque ligne ou chaque colonne. Une des autres actions possibles, c'est l'action du palais. Le palais, lorsque l'on va réaliser cette action, on va venir placer un de nos courtisans sur un emplacement disponible. Pour ça, je vais devoir payer un coût en ressources, en cubes, et plus je vais avoir de personnages au palais, plus le coût va être élevé. Le premier coûtera 1, le deuxième 2, le troisième 3, etc. etc. Lorsque je m'y place, je pourrai gagner des points de victoire à la phase de décompte intermédiaire à la fin de chaque tour. Notez que chaque premier emplacement du palais offre un point de faveur au joueur qui s'y place. Ensuite, vous trouverez la bibliothèque. La bibliothèque, elle, en dépensant des ressources différentes, vous permet de récupérer jusqu'à 4 parchemins. Les parchemins, ce sont ces petites ressources-là. Les parchemins vont servir à réaliser des objectifs, des contrats qui sont sur le côté du plateau de jeu et qui vous rapporteront immédiatement des bonus de faveur ou de soldats, mais surtout des points de victoire. Sur l'action du marché qui se trouve ici, quand un joueur va l'activer, il va pouvoir placer immédiatement un de ses comptoirs. Le premier comptoir est placé sur une ville adjacente à Merv, par exemple ici, donc le joueur qui se place en premier gagne immédiatement un petit chameau, et il pourra, autant qu'il veut, acheter des ressources au comptoir qu'il a en dépensant les ressources. Par exemple ici une ressource violette pour gagner une ressource commune comme celle-là et l'ajouter à sa réserve. Mais grâce au chameau, on y vient, on peut aussi acheter des ressources à un endroit auquel on n'est pas.
Par exemple, je veux acheter une ressource ici parce que je possède les ressources, je peux poser un chameau sur le chemin et enfin acheter la ressource qui est indiquée. Enfin, dernière action, ça va être d'acheter des ressources au caravansérail. Pour acheter des ressources, je peux dépenser autant de ressources que je le souhaite, mais uniquement d'une seule couleur. Soit du turquoise, soit du beige, soit du violet, soit du orange, ou mélanger une de ces couleurs avec du blanc qui est une ressource bonus. Donc admettons que je dépense 2 ressources, je pourrais acheter 2 cartes. Mais il y a une contrainte. Mais attention, au début de la partie, chaque joueur ne peut posséder qu'un seul type de ressources. Ça, c'est indiqué sur la piste d'influence. En début de partie, chaque joueur ne peut posséder qu'un seul type d'épices différents. Tant qu'on n'a pas atteint cette case-là pour avoir 2 ressources différentes, 3 et 4 épices différentes un peu plus loin dans la partie. Donc pour acheter les épices, je dépense mes ressources, par exemple ici 2, pour acheter 2 épices différentes. Pour acheter des épices, c'est simple, je peux très bien prendre les épices qui possèdent des chameaux, ça j'ai droit, j'y ai accès, elles sont accessibles tout de suite, donc par exemple celle-ci, du gingembre, je l'ajoute à ma collection et je gagne le petit chameau, et avec ma deuxième, je pourrais aussi prendre celle-ci. L'autre possibilité pour acquérir des épices donc sur les cartes qui ne possèdent pas de chameau, c'est que je vais pouvoir acheter la carte suivante, le dernier chameau, donc là je pourrais accéder à la cannelle. Mais je vous rappelle que pour l'instant je peux avoir qu'un seul type d'épices. Et justement, on peut modifier grâce au chameau l'accessibilité des cartes. Par exemple, là je possède plein de chameaux, je vais pouvoir poser un chameau ici et ici durant mon activation du caravansérail pour avoir accès à la première carte après le dernier chameau, à savoir ce gingembre. Une fois que l'action est faite, évidemment, on décale toutes les cartes et on remplit. Donc voilà, vous avez vu toutes les actions possibles dans Merve. C'est au joueur suivant, donc le joueur rouge, de jouer, qui va décider de se poser ici et d'activer à son tour le palais. Il prend donc la ressource orange, il la met de côté et il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, poser un soldat ou prendre un point de faveur ou faire l'action du jeu, donc le palais. Pour aller au palais, c'est simple, il va prendre un de ses personnages, les placer ici et gagner les bonus. Mais il y a aussi un avantage à se poser sur la colonne centrale ou la ligne centrale. Vous voyez qu'il y a une tuile particulière qui est la tuile de marché. Quand un joueur active un quartier dans cette colonne ou dans cette ligne, il pourra aussi faire l'effet du marché. Au marché, c'est très simple, je vais pouvoir poser un chameau précédemment acquis pour gagner immédiatement le bonus. Donc ici, une carte du caravansérail, un parchemin, une ressource blanche qui est une ressource joker, ou enfin un point de faveur. Il va se placer ici et gagner un point de faveur immédiatement. L'autre possibilité en activant le marché, c'est de ne pas activer de pouvoir et de récupérer tous les chameaux qui sont posés dessus. Et le joueur bleu en fait de même, il va se mettre là, activer ce bâtiment-là, faire l'effet, etc., etc. Une fois que tous les joueurs se sont placés, on va réorganiser les personnages pour le nouvel ordre du jeu. Le dernier se pose sur le dernier emplacement disponible, donc le 3 pour le joueur qui était le plus loin. Le rouge, lui, normalement devrait venir ici, mais il a accumulé des chameaux et il peut modifier l'ordre du jeu. Pour chaque emplacement qu'il veut sauter, éviter, il pourra payer un chameau sur l'emplacement, donc ici sur la case 2 pour venir premier. Et enfin, le joueur jaune qui aurait dû être premier se retrouve à prendre l'emplacement numéro 2 et à gagner un chameau. Et on recommence un second tour en se plaçant dans l'ordre du jeu, le rouge, puis le jaune, puis le bleu. On arrive au troisième tour et vous voyez qu'il commence à avoir des choses intéressantes à faire. Le joueur bleu décide de se mettre sur cet alignement-là et de placer un bâtiment, par exemple, ici, au palais. Il va gagner leurs ressources indiquées, mais aussi toutes les ressources produites par les bâtiments bleus de la même colonne. Donc ici, le joueur bleu gagnera 2 ressources violettes et une ressource turquoise. Une fois que les joueurs ont fait un tour complet de plateau, on va arriver à la phase de fin de tour. À la fin du premier tour, c'est très simple, chaque joueur va marquer des points de victoire. La première façon de marquer des points, c'est au palais. Pour chaque personnage au palais, le joueur peut dépenser un point de faveur pour activer le décompte. Par exemple, ici, le joueur rouge peut dépenser un point de faveur pour activer le décompte de ce personnage-là. Ici, il gagnera un point par ressource rare ou commune qu'il a obtenue, donc ces ressources-là, il en a récupéré en cours de jeu par exemple 2, il marquera donc 2 points de victoire immédiatement. Le joueur jaune lui décide de dépenser son point pour activer son personnage qui est ici. Il marquera un point de victoire par case d'avancée sur la mosquée. Ici 1, 2, 3, le joueur jaune marquera 3 points. Et ensuite les joueurs vont marquer des points pour le nombre de bâtiments qu'ils ont déposés sur le plateau et éventuellement des tuiles bonus qu'ils pourront récupérer à la mosquée ou même tout en haut de la piste mosquée. Une fois que c'est fait, on repart pour un second tour de jeu, la seconde année. À la fin de la seconde année et de la troisième année, il y aura une petite variation qui se fera avant la phase de décompte de points qu'on vient voir. En effet, les Mongols vont attaquer. Donc comment ça se passe? Les Mongols vont arriver de chaque côté du plateau et détruire les bâtiments qui sont présents sur les 2 premières cases. Par exemple ici, ils arrivent par là, ils détruisent le bâtiment rouge qui est retiré. On arrive ici,
Et là, vous voyez que le bâtiment rouge est protégé par une porte qui a été placée précédemment. Donc le bâtiment rouge est protégé. Il faut savoir que lorsque l'on place des bâtiments ou des soldats en jeu, on va avancer sur la piste d'influence. En effet, on va protéger les bâtiments, que ce soit avec des murs, des portes ou des soldats, donc on va gagner de l'influence dans la ville. L'augmentation de cette piste d'influence nous permet évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, de récupérer plus de ressources quand on atteint certains marqueurs et aussi de réaliser des contrats de plus en plus haut. On arrive ici et ce bâtiment, vous voyez qu'il n'est pas protégé par un mur mais il est protégé par un soldat, donc le bâtiment va rester ici. Par contre le soldat partira à la fin du tour. C'est important de savoir que les soldats, eux, se sacrifient à la fin de chaque année pour protéger l'invasion des Mongols. Ici les bâtiments sont retirés, ici il est protégé et il est aussi protégé dans ce sens-là, etc., etc. Ce bleu par exemple est protégé là, mais pas ici, il est donc retiré. On va jouer ainsi 3 années, donc faire 3 tours de la ville de Mer, on va placer nos bâtiments, nos murailles, etc. et activer nos différentes actions. Et à la fin de cette 3e année, donc après la dernière invasion des Mongols et le dernier décompte de points, on va passer au décompte final. Le décompte final, lui, il est très simple, c'est une seule chose à prendre en compte, c'est les cartes Caravansérail qu'on aura récupérées durant la partie. Plus vous allez avoir de cartes Caravansérail différentes, plus vous allez marquer 2 points. En effet, une carte toute seule, par exemple de gingembre, vaudra 1 point. Par contre, si vous avez des cartes différentes, par exemple 4 cartes différentes, des 4 épices différentes, vous marquerez 10 points de victoire. Une fois tous ces points de cartes additionnés, le joueur qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. Petite chose à noter, il y a des bonus à débloquer en cours de partie, notamment ces petites tuiles qui permettent d'avoir des ressources bonus, par exemple des ressources blanches sur un bâtiment, ou une deuxième ressource sur un bâtiment, ou alors ces petites tuiles qui sont débloquables en fonction du nombre de parchemins que vous possédez durant la partie, qui vous offrent des bonus immédiats ou pour toute la partie. Voilà, vous avez compris comment fonctionne Mer dans ses grandes lignes. C'est un jeu de stratégie avec une multitude de possibilités, mais qui reste accessible car il y a peu d'actions différentes et elles sont très simples à prendre en main. C'est donc un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien, commercez sur la route de la soie, à bientôt, ciao!